Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire Rendez-vous sécurité numéro 2. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la thématique des risques psychosociaux. Donc je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé sécurité à la CC Occitanie et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue des Pyrénées-Orientales, donc Sonia Poulot. Avant tout, je souhaite remercier notre partenaire, donc la DRETS Occitanie, avec qui nous réalisons donc ces rendez-vous mensuels. L'ensemble des personnes qui ont contribué à la préparation de ce webinaire, notamment les acteurs du PRST, les CCI territoriales et également voilà, les experts qui nous accompagnent et l'entreprise Pirescom. Donc, comme vous le savez, l'objectif, c'est de vous proposer une thématique santé-sécurité où on revient sur la thématique, on présente également l'actualité en lien avec celle-ci, le cadre réglementaire, une méthodologie des outils et on s'appuie sur un témoignage d'entreprise pour vous présenter un exemple de mise en place. Donc voilà, on anticipe un petit peu puisque demain c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, dont le thème en fait c'est un environnement de travail sûr et sain. Donc voilà, on présente aujourd'hui cette thématique sur les risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, ils font partie des risques que l'on retrouve dans l'ensemble des entreprises et surtout à tous les niveaux de hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils touchent tout le monde. Donc, comme leur précise leur définition, ils sont basés sur le comportement et l'humain, ce qui les rend d'autant plus difficiles à repérer et à appréhender. Donc l'idée, nous, aujourd'hui, c'est de vous aider dans cette thématique. Donc nous avons 5 temps sur le temps que nous allons partager ensemble. Donc le premier, nous allons avoir une définition du coup des risques psychosociaux pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc cette partie-là sera présentée par le docteur Buscaille, donc du pôle santé-travail des Pyrénées-Orientales. En second lieu, du coup, nous aurons tout ce qui est enjeu des préventions en lien avec les RPS. Donc la CARSAT Languedoc-Roussillon qui présentera cette partie. Ensuite, nous aurons le témoignage de l'entreprise, donc Pirescom. La dernière partie sera comment prévenir les RPS. Donc, ça sera présenté par l'ARACT Occitanie et tout ce qui est accompagnement de services santé au travail. Donc, de nouveau, le pôle santé-travail. Donc, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin. Donc, comme je vous le disais en introduction, vous mettez vos messages dans le chat et du coup, on les posera à nos experts en fin de webinaire. Voilà, on vous fera également participer par l'intermédiaire de sondages, donc à 2 reprises. Et enfin, donc ce webinaire est enregistré, donc vous aurez possibilité d'avoir le replay donc à partir de la semaine prochaine, tout comme le document qu'on présente, voilà, qui contient également une bibliographie à la fin. Donc tous les liens seront actifs pour retrouver l'ensemble des documents qu'on va vous présenter. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je passe de suite la parole au docteur Buscaille. Bonjour, je suis le docteur Buscaille, médecin référent du pôle qualité et vie au travail et de la démarche active, donc au pôle santé-travail des Pyrénées-Orientales. Et donc je vais vous commencer par vous définir qu'est-ce que c'est qu'un risque psychosocial et tout d'abord un risque professionnel. C'est la probabilité pour un travailleur exposé à une situation dangereuse, un danger ou qu'on appelle facteur de risque RPS, de subir des effets nocifs sur sa santé physique, mentale, mais également sociale. On parlera de dommages. Pour les RPS, donc les risques psychosociaux, les situations dangereuses vont être des conditions d'emploi particulières, des facteurs organisationnels ou relationnels. On parlera de violences internes ou externes à l'entreprise. Seront donc déterminants à évaluer la fréquence, la durée et le degré de l'exposition, l'intensité et la gravité potentielle ou réelle de la situation dangereuse, du facteur de risque, mais également la capacité individuelle du travailleur à la tolérer. Le principe de la visite médicale qu'on évalue.
Ensuite, donc les facteurs de risque. Les facteurs de risque RPS alors, sont tirés essentiellement du rapport Golac et Bordier de 2011, avec 6 catégories. La première catégorie, c'est l'intensité et le temps de travail qui ont été le plus étudiés par les psychologues jusqu'à maintenant. Donc, cette première catégorie comprend les contraintes de rythme, l'existence d'objectifs irréalistes ou flous, l'exigence de polyvalence non maîtrisée, les instructions contradictoires, les longues journées de travail, le travail en horaire atypique, l'imprévisibilité des horaires de travail, etc. La deuxième catégorie, les exigences émotionnelles. Elles sont liées à la nécessité de maîtriser ses propres émotions, de les cacher ou de les dissimuler. Elles concernent essentiellement les métiers de service, tension avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine, obligation de sourire ou de paraître de bonne humeur, même si on ne l'est pas. La troisième catégorie, le manque d'autonomie. Donc, l'autonomie de travail désigne la possibilité d'être acteur dans son travail et inclut non seulement les marges de manœuvre, la possibilité de s'auto-organiser dans son travail, mais également la participation aux décisions qui concernent directement son activité, ainsi que l'utilisation et le développement de ses compétences. La quatrième catégorie, des rapports sociaux de travail dégradés, inclut les relations de travail avec les collègues ou avec la hiérarchie, les perspectives de carrière, l'adéquation de la tâche à la personne, les procédures d'évaluation de travail et l'attention portée au bien-être des salariés. La cinquième catégorie, les conflits de valeurs. Ils renvoient à l'ensemble des conflits intrapsychiques consécutifs à la distorsion entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles des salariés. Par exemple, faire un travail que l'on juge inutile, faire la promotion d'une méthode que l'on sait inefficace, ne pas pouvoir faire un travail de qualité dont on est fier. Dernière catégorie, l'insécurité dans la situation de travail. Alors l'insécurité, elle comprend à la fois l'insécurité socio-économique, la peur de perdre son emploi, le non-maintien du niveau de salaire, un contrat de travail précaire, et le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail, donc les restructurations, l'incertitude sur l'avenir de son métier. Donc là, il s'agit voilà, des situations de danger, les facteurs de risque. Ensuite, nous allons voir les conséquences. Alors, les conséquences sur la santé, là, sur cette diapositive, vous avez les conséquences du stress chronique, avec des douleurs diverses, des troubles du sommeil, de l'appétit, sensations d'essoufflement ou d'oppression, des crises de larmes ou de nerfs, des troubles de la concentration, ou même parfois un recours à des produits calmants ou excitants pour permettre de tenir la journée, de remplir ses missions, et ou un repli sur soi encore. Mais outre ce stress chronique, on a aussi en santé mentale la possibilité d'avoir une complication en trouble anxieux ou trouble dépressif, le fameux burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel, le stress post-traumatique, bien sûr, après un choc majeur, des idéations suicidaires, voire un suicide. Des maladies cardiovasculaires, donc un infarctus, un accident vasculaire cérébral, de l'hypertension, de l'obésité. Dans les troubles musculo-squelettiques, on peut avoir des cervicalgies, lombalgies, tendinite des épaules, des coudes, suite à des problématiques RPS. Et enfin, des atteintes immunitaires ou hormonales, des troubles de la fertilité ou de la grossesse. Donc quand même, pas mal de conséquences possibles pour un individu soumis à ce risque. Au niveau collectif, on peut observer une perte de sens, une baisse de l'engagement, une démotivation, une baisse de la créativité, avec une dégradation du climat social progressive entre collègues et avec la hiérarchie, une dégradation de la productivité et de la qualité du travail rendu, avec aggravation des indicateurs RH classiques, absentéisme, turnover, accident de travail, maladie professionnelle, et une atteinte à l'image de l'entreprise qui va retentir sur des difficultés à remplacer ou à recruter.
comment parvenir à empêcher ces conséquences qui sont quand même très néfastes potentiellement, à la fois sur l'individu et sur le collectif et sur l'entreprise. Donc on a 3 niveaux d'action, 3 niveaux de prévention. Le premier, donc qu'on appelle prévention primaire, relève des actions visant à modifier les conditions concrètes de l'activité des travailleurs en supprimant ou en réduisant fortement les causes génératrices de RPS et à réduire ainsi les facteurs de stress professionnel. Donc on commence vraiment avant l'apparition du problème chez l'individu ou le collectif. Relève de la prévention secondaire des actions qui visent à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risque existantes. Donc, on ne peut pas supprimer ni réduire, donc on va réduire les causes, donc on va commencer à travailler sur les individus pour que finalement ils tolèrent davantage. Donc, mieux armer les salariés pour mieux faire face aux situations stressantes et mieux gérer leur propre stress. Par exemple, les formations à la gestion du stress ou des situations de violence rentrent dans cette catégorie. Enfin, relève de la prévention tertiaire les actions plutôt curatives lorsque le dommage a eu lieu. Il s'agit d'en limiter les conséquences sur les individus. Exemple, la mise en place d'une cellule psychologique à l'écoute des salariés après une agression, l'adaptation des postes aux spécificités individuelles, aménagement des horaires et des temps de travail, par exemple, pour justement, si on reprend l'exemple de l'agression, en évitant les fermetures ou le travail isolé. Donc ça, là, il s'agit des 3 principales formes de prévention et on voit bien l'importance de comprendre la définition de ce risque, de l'exposition, de la durée, de la fréquence. Tout ça, ce vont être des paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer justement avec cette prévention, hein, pour l'aménager les postes et au niveau individuel et collectif. Merci. Très bien, merci docteur. Du coup, je pense que voilà, sur cette première phase, on a bien vu là, tout ce qui était on a mieux compris en tout cas qu'est-ce que pouvaient être les RPS. Et la transition est faite pour du coup Carole Allard qui va nous présenter les enjeux de la prévention avec quelques chiffres clés, je pense, au démarrage. Voilà. Il faut activer le micro, Carole. Merci à toi, Vincent. Donc effectivement, à la lecture, de cette étude, on voit, que 28 000 salariés ont été, questionnés et on voit que la prise en compte, des risques psychosociaux est devenue incontournable. On retrouve les, 6 grands facteurs de risque, psychosociaux du rapport Golac, hein, présenté, en début d'introduction. Donc on voit qu'on a 45% des salariés, qui ont été, questionnés, qui disent être exposés, à facteur intensité et temps de travail, c'est-à-dire qui déclarent devoir toujours se dépêcher, voire souvent se dépêcher. Ensuite, à 30% en fait des salariés qui ont été interrogés et ils sont exposés aux facteurs de risque rapports sociaux dégradés, puisqu'ils disent en fait, avoir subi au moins un comportement hostile, dans le cadre de leur travail au cours, des 12 derniers mois. C'est loin d'être négligeable. À la hauteur de 25%, on va retrouver une exposition aux 3 autres facteurs de risque, que sont les exigences émotionnelles, ça a déjà été expliqué, hein, c'est, déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur. Ensuite, le manque d'autonomie au travail, 25% disent devoir faire appel à d'autres en cas d'incident. Ensuite, la sécurité au travail et là, 25% disent, craindre de perdre leur travail. Et puis, ensuite, à 10% des salariés interrogés sont exposés aux facteurs de risque conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'ils disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. Donc, ce constat n'est pas, négligeable et il va avoir forcément, une répercussion, sur, la santé des salariés. Et on va voir du coup qu'on va avoir, entre 2016 et 2020, une multiplication par 2 de reconnaissance en accident, du travail des affections psychiques. Alors quand on parle d'affections psychiques, en fait, on parle,
en fait, de situations de travail où les troubles psychiques sont avérés chez le travailleur et l'origine est directement liée à son milieu professionnel. Donc, on voit en 2016, on avait 10 000 cas. En 2020, on en a 20 000. On voit en plus que la durée moyenne d'un AT pour une affection psychique est de 112 jours, alors que pour un AT, tout secteur d'activité confondu, il est 65 jours. On a donc une augmentation et en plus des arrêts de travail particulièrement graves qui vont nécessiter des arrêts importants. On parle en fait aussi de reconnaissance en maladie professionnelle. Pourquoi? En C2RMP, il n'existe pas de tableau de maladie, affection psychique. Donc, afin d'avoir une reconnaissance, il est nécessaire de passer devant une commission et cette commission a pour objectif de faire le lien entre la pathologie et le lien. Alors, quelles sont en fait les affections qui peuvent être reconnues en accident du travail? Ce sont les atteintes cardiovasculaires, le syndrome dépressif réactionnel, un état de stress post-traumatique, un suicide ou une tentative de suicide. Ensuite, quelles sont les 3 pathologies qui peuvent à ce jour faire un examen en C2RMP? C'est l'anxiété généralisée, la dépression sévère et le syndrome post-traumatique. Donc là aussi, on voit qu'on a une augmentation entre 2016 et 2020. Et on voit que dans les reconnaissances, c'est pratiquement 75% des cas, ce sont des dépressions. Ce qui est important aussi à noter, ça a été un petit peu aussi avancé tout à l'heure, c'est qu'on a 3 secteurs d'activité qui ont en commun un lien avec le public et ces 3 secteurs d'activité représentent plus de la moitié des infections psychiques de 2016, soit 10 000 affections. Donc c'est quand même loin d'être négligeable. Donc, à partir de ces constats qui ont été présentés, on a quand même la possibilité, et heureusement, d'essayer de prévenir et d'agir. Et pour prévenir et pour pouvoir agir en prévention des risques psychosociaux, il faut mettre en place l'ensemble des dispositions et des dispositifs qui vont permettre de préserver la santé, la sécurité et améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Donc, pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention qui sont énoncés dans le Code du travail. Donc, le premier principe qui est le plus efficace, c'est d'éviter le risque. Ça va être de supprimer le danger ou l'exposition au danger. Si on prend l'exemple, par exemple, euh, de tramway, bah, ça va être, par exemple, d'éviter les agressions du chauffeur, de mettre en place une vitre pour prévenir. Ça va être, par exemple, de protéger les guichets par la mise en place d'une banque. Possibilité aussi d'intervenir en binôme, présence de personnel de sécurité. Si on ne peut pas éviter le risque, alors on va l'évaluer. Ce qui est important de noter, c'est qu'à la différence des risques physiques, les risques psychosociaux sont potentiellement présents dans l'ensemble des situations de travail, parce qu'en fait, c'est le fruit du lien entre le salarié, son travail, l'environnement organisationnel ou humain de son emploi. Donc, il est important d'évaluer toutes les situations de tous les métiers. À titre d'exemple, on a vu que dans une entreprise, on avait des commandes de dernière minute et que c'était fréquent, par exemple, le vendredi soir. Donc, l'idée, ça va être d'anticiper les moyens humains et matériels qui doivent être définis par le chef d'équipe pour éviter de stresser et de faire monter je dirais, la situation stressante alors qu'elle n'a pas été anticipée. Le troisième point, c'est combattre les risques à la source. Ça veut dire, là aussi, comment, en fait, on va, dès la conception des locaux, des équipements ou des modes opératoires, prévenir les risques psychosociaux. On va, par exemple, ça va être la création de guichets sans attente ou rapides pour certaines opérations, la création de guichets automatisés pour des opérations simples, un interlocuteur dédié pour les problématiques d'usagers ou de professionnels. Vous pouvez voir ces situations dans les banques, dans les organismes sociaux, dans les services d'urgence des hôpitaux. Quatrième point, adapter le travail à l'homme. C'est un principe tiré de l'ergonomie.
qui renverse l'idée que c'est aux salariés de s'ajuster aux nouvelles contraintes du travail. Non, c'est le contraire. C'est à l'employeur de fournir un cadre compatible avec ses capacités en prenant en compte les caractéristiques individuelles. Donc là, on va réfléchir à la diversité humaine dans la conception des postes du travail, dans la composition des équipes, dans le choix des équipements, dans l'éventail des méthodes de travail et de production. Et on va inclure aussi les singularités. 5e principe, tenir compte de l'évolution de la technique. Il y a effectivement des évolutions en matière de confort de travail, donc elles doivent être prises en compte pour pouvoir contribuer au mieux-être des salariés. À titre d'exemple, ça peut être du nouveau matériel pour des plateformes téléphoniques qui vont permettre de mieux gérer les temps d'appel. Ça peut être l'utilisation d'aides techniques pour les soignants. 6e principe, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Donc, c'est comment de nouveaux procédés vont pouvoir mettre moins de danger. Là aussi, par exemple, là aussi, on peut prendre comme exemple le déchargement d'un camion, de livraison dans un commerce, dans un quartier sensible. On peut réfléchir à, la sécurisation de cette opération de déchargement, la modification des horaires, comment mettre en place un dispositif d'alarme, comment, proposer en fait un accès limité au lieu de déchargement. Point 7, planifier la prévention. Donc on y reviendra, hein, c'est toujours prendre en compte une démarche globale et mettre en place des actions de prévention sur 3 volets: technique, organisationnel et humain. Et bien prendre en compte les risques liés au harcèlement, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Avant-dernier point, le 8, donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection qu'individuels qu'en complément. Là aussi, vous avez sur la diapo, à droite de celle-ci, la différence entre la prévention qui vise à diminuer la fréquence du risque et la protection qui ne vise qu'à diminuer la gravité. Et dernier point, le principe 9, donner des instructions appropriées aux salariés. Donc là, on va parler des actions de formation et d'information. Ça peut être des formations à la prévention des RPS, tant sur comment les détecter, comment mettre en place des actions de prévention qui vont en direction du chef d'entreprise, de l'encadrement et bien entendu des salariés. Et sur les procédures d'information, c'est quelles sont les conduites à tenir en cas de violence exercée par une personne extérieure à l'entreprise. Et puis une procédure d'alerte sur une situation d'harcèlement moral ou d'harcèlement sexuel. Donc on voit qu'on a suffisamment de lignes de direction pour pouvoir agir. Ensuite, rappel réglementaire. Donc là, après avoir vu les principes généraux de prévention, il faut se rappeler les bonnes pratiques et les rappels réglementaires en matière d'évaluation des risques professionnels. Donc, il est important de se dire que l'évaluation des risques professionnels est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un document unique. Elle relève bien de la responsabilité de l'employeur et s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. C'est une démarche qui se construit en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l'entreprise, que ça soit sa taille, les moyens mobilisables, son organisation. Ensuite, l'élaboration, il faut prendre en compte concernant les risques psychosociaux, il faut bien prendre en compte les 6 facteurs de risque de Golac. Et il est important en fait d'explorer avec les travailleurs concernés ces 6 facteurs de risque de manière à mettre en évidence leur présence dans l'organisation du travail. Le document unique doit faire apparaître les situations concrètes identifiées de manière précise en lien avec les facteurs de risque identifiés, le niveau d'intensité du risque en matière de fréquence et de gravité. Il est important de noter que dans le cadre du dialogue social, le CSE
et le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail sont mobilisés pour l'élaboration du DU et de ses mises à jour. Important aussi de noter que la liste des actions de prévention et de protection prévues dans le Patrick Act ou dans le plan d'action, selon la taille de l'entreprise, doivent être présentées au CSE. Le service de prévention et de santé au travail doit être également invité à l'évaluation. Il faut savoir aussi que le DU doit être transmis par l'employeur au service de santé au travail à chaque mise à jour. Le salarié santé-sécurité, salarié désigné compétent, peut être mobilisé. Important également de remarquer le point 2 et le point 3. Concernant les harcèlements sexuels, dans toute entreprise d'au moins 250 salariés, l'employeur doit désigner un référent harcèlement sexuel. En complément de ce référent désigné par l'entreprise, le CSE doit désigner un référent parmi ses membres. Donc, pour les entreprises de moins de 250, il peut y avoir un référent CSE. S'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise, malheureusement, il est compliqué de trouver un référent. Donc ça, c'est sur le point réglementaire. On va trouver, pour aider les employeurs à avancer sur ce sujet, des organismes et des acteurs externes. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le service de prévention et de santé au travail peut aider l'employeur à avancer sur la prévention et notamment la prévention des RPS. Deux organismes qui sont des assureurs des risques psychosociaux peuvent être mobilisés par les employeurs. Pour les employeurs du régime général, la CARSAT, qui a une offre de services à disposition des employeurs, et pour les employeurs du secteur agricole, la mutualité sociale agricole. L'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail est un organisme de conseil et d'accompagnement, tout secteur d'activité confondu, qui peut être mobilisé par les employeurs. Pour les employeurs du secteur du BTP, il y a un organisme spécifique qu'ils connaissent très bien, qui est l'OPBTP, avec lequel ils peuvent travailler sur ces questions. On a déjà évoqué les IPRP qui peuvent être mobilisés par les employeurs en faisant appel aux services de santé au travail, mais on peut aussi trouver la liste des IPRP sur le site de l'adresse. Et enfin, des consultants, principalement des psychologues du travail, qui sont à même d'accompagner l'employeur sur ces questions. Vous pouvez notamment trouver sur les sites des CARSAT des listes de cabinets de psychologues pouvant intervenir et vous accompagner. Donc, pour conclure, je dirais ce second temps de présentation. On voit en fait que la prévention des risques psychosociaux, eh bien, c'est une combinaison d'enjeux, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va répondre à ses obligations réglementaires en agissant sur la prévention des risques psychosociaux. Il va pouvoir aussi répondre à l'objectif de réduction des AT-MP, à son absentéisme, ça a déjà été évoqué préalablement. Il va aussi améliorer l'efficacité et la performance des organisations, notamment en réduisant les dysfonctionnements, les incidents, améliorer la qualité de service, redonner l'image de marque dans l'extérieur, fidéliser les salariés. Il va améliorer les relations au travail, il va améliorer le dialogue social dans l'entreprise et enfin, il va maîtriser les coûts liés aux risques et aux accidents. Donc, c'est vraiment en fait un enjeu de prévention général que de travailler sur la prévention des risques psychosociaux. Je vais donc Merci beaucoup, Carole. laisser la parole. Merci. Du coup, et avant de passer la parole à Alice Guichet, du coup, de la société Pirescom, on a calé le premier sondage. Donc, en fait, je vais
ouvrir les sondages. Donc, soit il va s'afficher directement chez vous, donc c'est des questionnaires à choix multiples. Sinon, il faut aller le chercher dans l'espace conversation, donc la petite bulle, où vous avez la possibilité aussi de voir dans la barre d'outils sondage. Donc, il y a 3 questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, on voulait vous questionner sur est-ce que votre entreprise a engagé ou non une démarche de prévention des RPS. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la question numéro 2, c'est est-ce que vous possédez un plan d'action en lien avec cette démarche? Voilà, il y a 4 choix également ici. Et puis ensuite, dans le cas où vous avez un plan d'action, quelle est votre principale difficulté pour mettre en œuvre ce plan d'action? Voilà, donc là, il y a 5 possibilités de réponse, soit la hiérarchisation, le temps est consacré, le financement, la mobilisation des acteurs, ou vous n'avez pas de plan d'action, du coup, vous n'êtes pas concerné. On vous laisse 1 minute pour répondre et logiquement, vous avez les résultats qui s'affichent avec votre réponse. Je commenterai rapidement ces résultats. C'était juste pour voir un état des lieux et ensuite on passe la parole donc pour le témoignage de l'entreprise. Alors, je vois qu'il y en a qui ne voient pas le questionnaire, donc il faut aller le chercher dans l'espace conversation. Et ensuite, il vous faut faire défiler les questions en fait par les petites flèches que vous avez en bas. Voilà, il y a 3 questions et ça, c'est 3 fenêtres différentes qu'il faut faire défiler. Alors, je commence pour la question numéro 1. Donc, vous êtes quand même 44% à avoir engagé une démarche sur les RPS. Est-ce que vous possédez un plan d'action? Bah, c'est lié, hein, puisque du coup, c'est le nom qui est majoritaire, à 44% également, ou du coup, là, pas de plan d'action spécifique sur cette démarche-là. Et donc, et pour ceux qui ont engagé une démarche, la principale en fait difficulté qui est rencontrée, c'est la mobilisation des acteurs et également le temps est consacré. Donc environ, voilà, pour les parties répondants, on a 25% de réponses sur ces 2 questions. Voilà. Bon, ben écoutez, merci pour vos retours. Et on passe maintenant la parole donc à Alice Guichet pour le témoignage de l'entreprise Pierre Escom. Merci Vincent, bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis ravie de pouvoir témoigner du coup au nom de mon entreprise Pierre Escom. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est et ce qu'on fait, Pierre Escom est une entreprise qui va fêter ses 40 ans l'an prochain, donc qui a été fondée par mes parents. Et qui depuis toujours est basée dans les Pyrénées-Orientales, d'où son nom, et qui nous concevons, nous fabriquons et nous commercialisons des matériels électroniques à usage de différents métiers. Donc on a 3 grands corps de solutions. Donc on a des solutions autour de la Smart City, avec notamment des solutions de pilotage, d'éclairage et de supervision d'armurerie, alors pilotage d'éclairage public, et puis on supervise aussi des coffrets, tout plein de choses. En fait, on fait de la traçabilité. On a des solutions autour de la santé avec nos coffrets de protection et de surveillance de défibrillateurs qui sont mis en extérieur ou en intérieur d'ailleurs. Et toute une partie qui est historique, qui est du contrôle de gestion du personnel, donc des pointeuses de personnel, qu'on vend toujours aujourd'hui. Pierre Escom, c'est une entreprise, une PME, qui a 90 salariés, dont 65 ont été en télétravail pendant le confinement, et 15 qui continuent à télétravailler aujourd'hui. Donc on a tous les métiers vraiment d'une PME. On a du commercial, on a de la compta, on a du marketing, du service client, itinérant ou hotline, on a de la production. Du coup, on a nos unités de production qui sont sur Perpignan. On a un service qualité, puisqu'on fait des accessoires de dispositifs médicaux, mais aussi un gros pôle R&D où on a
une vingtaine de personnes, mais aussi du coup un pôle RH, voilà, tout ce qui est une PME, on va dire, complète. Donc par rapport à tout ça, on a identifié plusieurs risques de risques psychosociaux, notamment avec contact clientèle. Alors, on n'a pas que des clients odieux, mais il faut dire ce qui est. Certains clients, des fois, sont mécontents, voire odieux. Donc, on a identifié ce risque-là par rapport à nos salariés en contact clientèle. On a des périodes où il y a plus de sollicitations. Donc, Monsieur Buscaille en parlait de la sursollicitation qui du coup, peut amener un gros stress. On a de la gestion des clients insatisfaits, mais aussi des process médicaux qui sont très, très cadrés et qui amènent du coup des procédures qui sont relativement contraignantes administrativement. On a des développements rapides qui doivent être faits rapidement pour répondre à un besoin urgent et qui du coup ne sont pas satisfaisants en termes de développement friendly par notre bureau d'études. Et des fois, des baisses d'activité qui peuvent amener un stress. J'ai rajouté l'isolement en télétravail parce que ça a été, pour nous, un gros risque et qui nous a fait nous pencher justement sur ces facteurs. Alors, excusez-moi, hop. Donc, dans un premier temps, nous avons évalué les risques psychosociaux pour mettre en place justement des actions préventives. Donc, on s'est servi de notre document unique d'évaluation des risques. On a listé du coup tous les facteurs de risque en faisant à la fois des enquêtes, des entretiens auprès des collaborateurs, en collaboration avec la médecine du travail, qui d'ailleurs avait développé un module que nous avons bien utilisé pour remonter effectivement des risques qu'on n'avait pas forcément perçus. On a travaillé en partenariat avec nos partenaires sociaux pour pouvoir du coup identifier au mieux les risques et mettre en place les actions préventives. Donc, en action de prévention, à titre d'exemple, j'ai pris la gestion des clients difficiles, puisque c'est quand même un stress qui arrive souvent. On a identifié du coup tous les salariés qui sont en contact avec de la clientèle et on leur a fait faire des formations de gestion de ces personnalités difficiles. Et ce qui était important, nous, dans nos actions préventives, c'est de pouvoir avoir un retour de à la fois cette formation, mais à la fois les différents stress qu'ils ont et au moment où ils les ont, et de pouvoir communiquer assez librement dessus. Donc, on en a fait mention dans l'entretien annuel qu'ils font avec leurs responsables de service, même s'ils sont toujours amenés à communiquer si jamais ils sentent un stress. Donc, l'analyse des retours permet de mettre à jour notre plan de prévention. On fait un point sur le télétravail, qui a été pour nous une grande source de stress pendant la Covid, d'autant plus que c'était en parallèle avec une forte baisse d'activité dans notre secteur. Et effectivement, un isolement complet de tous ceux qui devaient travailler. Donc, on a vraiment réévalué nos actions de prévention par rapport à CRPS. Donc, du jour au lendemain, de nouvelles difficultés, on va dire, managériales, puisque le principe de management à distance est quelque chose de très particulier, qui peut être stressant à la fois pour les managers et pour les salariés, en fonction du management. L'isolement, voilà, on a essayé d'intégrer tous les risques un peu plus larges que psychosociaux, avec des risques réglementaires aussi, par rapport à des accidents de travail en télétravail, par rapport à la qualité de vie au télétravail, puisqu'en fait, on a bien vu que certains télétravailleurs télétravaillaient dans des conditions assez abominables, dans le garage ou dans leur cuisine, avec des enfants qui leur tournaient autour. Donc, en fait, on a vraiment analysé ces risques autour du télétravail pour pouvoir y remédier, et on a créé un outil interne pour pouvoir limiter ces risques et pouvoir prévenir du coup des conséquences liées à ces risques. Diapo suivante. Donc, par rapport aux risques psychosociaux du télétravail, on a identifié du coup sur les 3 grands pans de population de Pirescom, ou plus élargi d'une entreprise. Donc, au niveau du salarié, puisqu'on a identifié en premier lieu une mauvaise qualité de vie au télétravail. Donc, c'est ce que je disais, en mode canapé, table basse, est-ce qu'il n'y a pas
Il n'y a pas des risques ergonomiques, voilà. Un risque de manque de déconnexion, on l'a tous vécu pendant le télétravail. C'est vrai que on est bien, on est cosy à la maison et puis en fait on s'arrête jamais. Un stress dans l'indisponibilité, alors ça c'est quelque chose, je pense que vous l'avez tous connu. Quand le téléphone sonne et qu'on n'y répond pas, on a dans la tête qu'on va penser qu'on ne fait rien, alors que c'était pas forcément le cas. Le stress de rendre des comptes tout le temps. Et forcément la partie isolement en télétravail, où on se retrouve seul avec son ordinateur. Pour le manager, il y a des stress en plus. Donc, il y a déjà tous ces stress, mais il y a aussi le stress du suivi des équipes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Là, avoir la responsabilité de ce suivi, parce qu'à un moment donné, effectivement, quelqu'un qui ne répond pas, qu'est-ce que je fais? Qui je préviens? Voilà. Des managements qui sont tous très différents. Nous, on en a eu donc, au sein de Pirescom des hyper contrôlants qui appelaient 3 fois par jour pour savoir ce qu'ils faisaient, ou des un peu plus laxistes qui n'appelaient jamais, voire une fois par semaine, salut, ça va, ça se passe bien, ok, salut. Donc voilà, donc gérer ces différents managers. Une sursollicitation aussi, puisque quand on manage du télétravail, il y a effectivement deux, trois clés à avoir en plus. Et savoir les gérer, c'est quelque chose de très important. Une vision qui peut être altérée, parce que effectivement, quand on est en présentiel, on voit le travailleur, on voit le salarié, et on n'a pas forcément besoin d'avoir à lui demander des comptes, on le voit. Là, pour le coup, il n'y a plus du tout de vision et on ne sait pas trop où tout en est. Et effectivement, des fois, un surcontrôle qui peut peser à la fois sur le manager et à la fois sur le salarié. Et pour l'employeur, des stress aussi, hein, puisque c'est un stress déjà de ne plus avoir personne en présentiel, mais aussi un stress de suivi général, où en sont les équipes. Quand on a 90 salariés, on ne peut pas appeler 90 salariés, c'est pas possible. Appeler les managers tous les jours, c'est compliqué aussi, ça leur fait un stress supplémentaire. Donc il y avait vraiment ce retour à avoir. Et en plus de ça, on y a ajouté le risque, la responsabilité de qualité de vie au travail qui incombe à l'employeur, même pendant le télétravail. Et aussi, donc, du coup, ce manque de visibilité. Donc, pour répondre à tous ces risques, on a développé, nous, en interne, pendant la période de confinement, un petit outil, parce qu'on était déjà sur une partie, du coup, pointeuse de personnel qu'on avait déjà, enfin, un produit qu'on a en vente, et une partie vraiment qualité de vie, puisqu'on fait aussi des capteurs de qualité d'air. Donc, on a essayé de développer un outil qui puisse répondre à tous ces risques sans être un outil de télétravail classique qui est plus axé sur du flicage et qui, du coup, est mal perçu par la plupart à la fois des salariés et des managers. Donc, l'idée, c'était d'avoir un outil vraiment qui réponde à tous ces risques en étant quelque chose de très favorable pour le télétravail. Donc, on a créé un outil qui permet de percevoir tous les éléments de qualité de vie au travail qui sont réglementés, c'est-à-dire la qualité d'air, la température, la luminosité, le bruit. Donc, tout ça, on a mis ça dans cette petite boîte qui vient vérifier tous ces éléments quand on l'actionne, c'est-à-dire quand on commence à télétravailler. L'idée, c'est juste d'appuyer sur le bouton et de dire « je commence à télétravailler ». On a mis en place du coup un petit logiciel qui permet de vérifier le temps de travail pour éviter qu'on ait des problèmes de déconnexion, que le salarié du coup qui utilise l'outil puisse faire son temps de travail, mais puisse à un moment donné s'arrêter et être déconnecté. On a fait donc tout ça en autodéclaration pour axer vraiment sur de la confiance, avec tout un panel de suivi d'humeur, puisque pour nous, c'était important d'avoir l'état d'esprit de la personne et de pouvoir du coup rentrer en communication ciblée si effectivement il y avait un problème vraiment fort d'isolement. Pour le manager, on a développé toute une partie de gestion de projet qui était adaptée au télétravail.
Et le manager reçoit donc du coup à la fois les alertes d'humeur, les temps de travail, les dépassements qu'il peut y avoir pour pouvoir du coup aller voir le salarié et communiquer avec lui sur les différentes problématiques qu'il peut rencontrer. On a mis en place aussi un outil qui permet de faire des entretiens réguliers et d'essayer un petit peu de les cadrer et une vision d'ensemble. L'idée, c'est de plus manager forcément les personnes, mais de manager les projets. Donc, le salarié a moins sous stress d'être managé en direct, mais vraiment, on va vérifier que le projet avance et avoir une communication du coup suffisante et dans de bonnes conditions. Et pour l'employeur, c'était un outil qui permettait de s'assurer qu'on reste dans le cadre légal du télétravail, de tout ce qui est QVT, dans le cadre légal du temps de travail, et d'avoir une visibilité globale sur les avancements. Donc tout ça est venu diminuer le stress de chacun et a permis de mieux communiquer. Donc c'est un outil qu'on a vraiment développé en interne et qu'on utilise en interne et qu'on fait évoluer au gré de nos ressentis à nous, avec donc avec à la fois la partie matérielle et logicielle. On commence à collecter les informations du coup de nos utilisateurs, alors sachant que c'était un outil qu'on a vraiment développé pendant la période de télétravail, pendant la période Covid, mais qu'on utilise aujourd'hui au bureau, en rendez-vous. C'est devenu un petit outil très sympa pour suivre à la fois le temps, les projets. C'est vraiment très sympa. Donc, on a mis dans cette slide, on a mis quelques retours d'expérience de nos collaborateurs, que ce soit le RH qui lui est ravi d'avoir les données de qui et où et quand, parce que c'est vrai que c'est un peu laborieux aussi maintenant qu'on est en travail du coup hybride, puisque moi j'en ai qui sont en télétravail les lundis, mercredis, d'autres les jeudis, vendredis. Donc c'est vrai qu'on sait plus trop. C'est un stress qu'on avait vraiment clairement identifié au niveau des managers et qu'il faut effectivement remonter. Donc voilà, avec nos partenaires sociaux aussi, notre secrétaire du CSE a témoigné aussi dans le sens où c'est un outil qui, par l'autodéclaration, permet de ne pas être un outil de flicage, mais vraiment un outil qui est bienveillant et qui gère la partie préventive de tous ces risques. Et du coup, un commercial, voilà. Si vous êtes, ceci dit, intéressé, on met en place des tests dans d'autres sociétés voilà, c'est gratuit bien sûr, pour voir si cet outil peut diminuer les risques au sein de vos sociétés. Du coup, je rends la parole à... Donc, on va enchaîner voilà, avec la. Merci pour cette présentation. Du coup, voilà, on a pu voir le double côté en fait, votre cœur de métier qui a permis de développer un outil, mais voilà, il y a tout aussi la méthodologie et ce que vous avez pu mettre en place derrière au sens plus large. Et pour compléter des éléments de méthodologie et une vision un peu plus complète, voilà, on passe la parole à Thierry Prader qui est à l'ARAC qui va nous balayer un champ complet sur les méthodologies possibles sur les RPS. Oui, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, moi, je vais vous parler de démarches de prévention primaire, comme ça a déjà été un petit peu évoqué en introduction. Alors, dans cette première diapo, vous pouvez voir toutes les étapes d'une démarche de prévention des risques psychosociaux, sachant que, bien évidemment, je ne vais pas toutes les décortiquer, mais simplement évoquer quelques idées clés par rapport à ces différentes étapes. Alors tout d'abord, la préparation de la démarche, vous doutez bien, c'est quand même quelque chose d'important.
où bon, les mots-clés, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est d'abord préparer le pilotage, piloter la démarche. Ça veut dire il faut que des personnes se retroussent les manches, hein, donc ça veut dire impliquer la direction, les représentants du personnel, les instances représentatives du personnel quand il y en a, sachant que c'est une démarche qui va durer peut-être un petit peu dans le temps, qui va impliquer les salariés, etc. Bon, c'est aussi, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade-là? C'est-à-dire qu'on s'engage à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'engage à aller jusqu'au bout, pas s'arrêter une étape diagnostique, mais aboutir à un véritable plan d'action. Là, alors là aussi, c'est là aussi on réfléchit, c'est est-ce qu'on peut se faire accompagner par des consultants ergonomes, par des organismes comme l'ARACT, les organismes de prévention dont on a parlé tout à l'heure, etc. Évaluer les risques psychosociaux, j'ai envie de dire, c'est plutôt, bon, c'est un état des lieux, une analyse de l'existant. Alors, les mots-clés, ben, c'est quoi? Ben, si on est en prévention primaire, c'est se rapprocher des situations de travail, de l'activité réelle. Mais aussi, alors on parle beaucoup de choses négatives dans les risques psychosociaux, mais c'est aussi identifier ce qui se passe bien dans le travail. Ça aussi, c'est important, on va y revenir tout à l'heure. Identifier aussi les situations problèmes, on va voir ce que c'est. Et surtout, puisqu'on est en prévention primaire, rechercher les causes dans l'organisation. Troisième étape, définir un plan d'action. Ben, là aussi, hein, c'est important de solliciter le terrain, les salariés concernés par les risques psychosociaux, pour les mettre en position eux-mêmes de faire des propositions. Et ensuite, dans un deuxième temps, analyser ces propositions, apporter des réponses, éventuellement dans le cadre d'un groupe projet, et restituer le plan d'action, même s'il n'est pas complètement élaboré. Quatrième étape, c'est sa mise en œuvre des plans d'action. Ben, il faut la piloter. Il faut piloter cette mise en œuvre, suivre la réalisation des actions dans le temps. Et enfin, la cinquième étape, c'est les évaluer. Alors, ça se fait peut-être, sauf si c'est de l'évaluation embarquée, ça se fait peut-être 5-6 mois, 6 mois, 1 an après la mise en place des actions, même si elles ne sont pas toutes mises en œuvre. Ben, il faut évaluer la démarche, mais pas que la démarche, mais aussi, j'ai envie de dire, l'impact des actions mises en œuvre à la fois sur la santé, la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, mais aussi plus généralement sur la performance globale de l'entreprise. Et en général, les évaluations, comme les organisations sont en perpétuelle évolution, elles débouchent aussi sur de nouvelles actions à mettre en place. Alors, revenons un peu à cette partie importante qui est l'analyse de l'existant. Je vous disais, eh bien oui, c'est important de repérer ce qui se passe au sein du travail. Alors, ça permet d'identifier, là vous avez quelques exemples, de ressenti des salariés de ce qui se passe bien, et donc des actions concernant ce ressenti à développer, à poursuivre, et qui vont contribuer à la qualité de vie et les conditions de travail. Alors là, vous avez une fleur qui représente un peu quelques items importants en fonction des différents pétales. Par exemple, l'importance du soutien sur le management, l'entraide, la coopération sur le pétale, concernant le pétale relation de travail, l'autonomie pour organiser le travail, sa propre autonomie sur l'organisation du travail, l'environnement de travail, les bonnes conditions de travail, l'accès à la formation, les parcours d'intégration, l'accueil des nouveaux arrivants, le tutorat, le parrainage, leur formation, etc. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent bien, c'est important. Ça permet de les identifier, ça permet de contribuer aussi au plan d'action. Alors, bon, certes, il y a ce qui se passe bien, mais il y a aussi ce qui se passe un peu moins bien. Alors, vous savez que dans tout système de travail, il y a des tensions. Il y a des tensions, c'est inhérent à tout système de travail, mais elles ne vont pas générer systématiquement des risques psychosociaux. Elles génèrent des risques psychosociaux lorsqu'elles ne sont pas régulées par les individus, par les collectifs ou par l'organisation. Mais les tensions, c'est quelque chose d'inhérent à tout système de travail. Alors d'abord, c'est important d'identifier des thématiques prioritaires en lien avec ces tensions. Alors là, vous avez quelques exemples généraux, mais c'est spécifique à chaque structure. Et d'identifier les thématiques, ça permet de se rapprocher progressivement des situations de travail. Alors, ces thématiques prioritaires, ça peut être, par exemple, la charge de travail et sa régulation, ça peut être les relations de travail avec les clients, ça peut être les moyens matériels de travail et l'environnement, ça peut être le télétravail, l'organisation du télétravail, etc. Donc voilà, il faut identifier des thématiques prioritaires.
Mais une fois qu'on a ces thématiques prioritaires, puisqu'on s'inscrit en prévention primaire, chacune de ces thématiques, c'est important de se rapprocher, encore une fois, des situations de travail. Et pour cela, on peut faire un inventaire, ce qu'on appelle un inventaire de situations de tension. Alors, les situations de tension, ce sont des situations qui sont connues, reconnues par les salariés, source de difficultés, de débordements, de dysfonctionnements, et qui, cumulées, peuvent impacter à la fois la santé des salariés et la performance. Alors, il s'agit par thématique de faire cet inventaire et de décortiquer chacune des situations de tension en termes de, cette situation de tension, mais quelles conséquences elle a sur l'activité, sur la santé, sur la performance, sur la qualité de service, etc. Il s'agit aussi d'identifier les causes, c'est-à-dire à quoi elle est due cette situation de tension. Et c'est intéressant parce que souvent, quand on identifie les causes, ça donne déjà quelques repères pour faire des propositions d'action. Une fois qu'on a les causes, c'est beaucoup plus facile ensuite de trouver des actions adaptées et appropriées. Les ressources, c'est-à-dire que face à cette situation de tension, et comment fait le salarié et les salariés pour y faire face? Alors, bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de ressources et que les situations sont cumulées par les salariés, c'est là qu'elles peuvent occasionner des risques psychosociaux, vous en doutez bien. Mais souvent, on retrouve des ressources. C'est-à-dire, on y fait face formellement, informellement, voilà, des choses qui sont mises en place, qui ne sont pas forcément connues ou reconnues dans l'entreprise. Et enfin, c'est important d'identifier pour chaque situation de tension quels sont les métiers, les fonctions, qui est plutôt concerné. Et ces situations de tension, elles sont classées par thématique. Alors, par thématique, il peut y en avoir 5, 10 ou 15. Hein. Et voilà, et ça permet de rentrer dans le contenu du travail. Et c'est essentiel, si on veut s'inscrire dans la prévention primaire, pour ensuite trouver des actions adaptées. Alors, je vais vous donner quelques exemples de situations de tension, donc issues du secteur bancaire, parce que tous on a affaire à la banque, que ce soit un directeur d'agence ou à des gestionnaires de clientèle, on arrive à se représenter leur travail. Et là, vous voyez comment sont décortiquées des situations de tension. Certaines sont en lien avec la performance, d'autres avec la relation client, et dont une peut-être que je vais un petit peu commenter, celle qui concerne la formation des nouveaux collaborateurs, parce qu'elle est transversale et on peut retrouver cette situation de tension dans d'autres structures, où on voit que voilà, les conséquences, ça prend du temps. Le directeur d'agence qui est chargé de ces formations est interrompu dans ses tâches. Et les causes, voilà, c'est intéressant. C'est un travail qui n'est pas valorisé, qui n'est pas reconnu. Et aussi, le nouveau d'arrivant a le même portefeuille que l'ancien qu'il remplace. Alors, il y a des ressources en place, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on voit les causes, on voit déjà un petit peu quelques sujets autour desquels il faut travailler dans le plan d'action. Hein. Par exemple, l'adaptation des objectifs de l'agence par rapport à l'effectif entre novices et anciens, comment ajuster le portefeuille des novices avec une croissance progressive, comment organiser en interne l'arrivée des nouveaux, etc. Donc, vous voyez, hein, l'intérêt de s'intéresser à comment les gens travaillent, à repérer ces situations, c'est important pour trouver ensuite des solutions. Alors ensuite, pour trouver justement des solutions, pour commencer à construire un plan d'action, d'une manière générale, déjà, il existe des actions qui permettent de réguler les tensions dans le travail. Alors là, vous avez des actions un petit peu génériques. Hein. Voilà. Alors, elles peuvent être issues des ressources que vous avez identifiées dans les situations de tension, dans la phase état des lieux, mais aussi elles peuvent être aussi un peu plus générales. Comment on définit d'une manière partagée la qualité, comment on implique les salariés dans les projets de manière à ce qu'ils s'approprient le mieux possible les nouvelles situations de travail et comment on intègre leurs besoins. Comment on clarifie le rôle, les missions et les fonctions des uns des autres de manière à ce qu'on puisse avoir l'information quand on le souhaite sans avoir recherché les personnes, comment on développe les compétences, l'entraide, l'arrivée des nouveaux, comment l'encadrant soutient ses équipes, etc. Donc, il y a des actions de régulation dans les organisations qui peuvent être en place plus facilement. Mais enfin, à partir, ce qui est important, et là on se rapproche de choses beaucoup plus concrètes, hein, l'inventaire des situations de tension dont on a parlé à l'instant, hein, il va faciliter la proposition d'actions concrètes.
hein. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de recueillir sur la base de cet inventaire des propositions à ce stade qu'on appelle de pistes de réflexion et d'action de la part des personnels concernés. Et ça, c'est très, très riche. Il y a un exemple qui est donné, par exemple, à droite, hein, c'est encore du secteur bancaire, hein, devoir faire du défensif, ne pas valoriser le défensif. Vous savez, les banques ont toujours eu dans leur histoire des contextes difficiles avec des difficultés où des clients ont envie de partir, aller dans d'autres banques. Et là, la performance reste la même et toute l'activité, la relation client consiste souvent à les garder pour pas qu'ils partent ailleurs, vous voyez. Donc, c'est des choses qui ne sont pas reconnues, etc. Et on voit que dans les pistes d'action qui sont proposées, il y a des choses très, très intéressantes, hein. Alors, c'est important d'utiliser toutes ces propositions qui viennent du terrain par les personnels concernés, mais si vous voulez, ce n'est pas suffisant parce qu'elles doivent faire l'objet d'une instruction et d'une étude de faisabilité par des décideurs pour apporter des réponses. Alors, ça peut être sous forme d'un groupe projet, etc., hein. Alors, vous avez un petit peu un exemple de fiche projet sur la droite où, à partir des situations de tension, il y a les propositions qui sont faites, qui viennent du terrain, des salariés, qui sont importantes, et les réponses doivent être apportées dans les autres colonnes par les décideurs concernés, qui peuvent être des RH, de la direction opérationnelle, de la direction générale, de l'encadrement de proximité, etc., qui vont constituer l'équipe projet pour apporter ces réponses. Et si à une action, une réponse et la réponse est négative, c'est important d'expliquer pourquoi cette action provenant du terrain n'a pas été prise en compte. Alors, le plan d'action, une fois qu'il est élaboré, c'est enfin important qu'il soit aussi restitué au sein de l'entreprise. Et voilà, le plan d'action va donc vivre dans le temps, hein, selon les étapes dont on a parlé tout à l'heure. Et l'impact de ces actions pourra être évalué, ce qui peut donner lieu à de nouvelles actions. Je vous remercie. J'étais très rapide, hein. C'était parfait au niveau du timing. Merci. Merci beaucoup pour ces clés de lecture sur la méthode, voilà, les méthodologies que vous pouvez utiliser dans cette démarche de prévention des RPS. On va, avant de passer la parole du coup au service de santé qui va vous éclairer sur les accompagnements qu'ils peuvent également vous proposer, on a prévu le second sondage actuellement pour voir si du coup les éléments qu'on vous a apportés vous ont été bénéfiques. Est-ce que vous en avez retenu? Donc juste le temps que hop, je puisse le lancer. Euh, voilà, il va s'afficher d'une seconde à l'autre. Logiquement, voilà, vous l'avez en fait sur votre écran. Donc ceux qui l'ont pas trouvé tout à l'heure, logiquement, donc soit il apparaît directement sur votre écran, ou sinon il faut aller chercher dans l'espace conversation. Ou potentiellement c'est une petite application qui s'appelle Pulse, donc sondage. Voilà, on voulait juste vous réinterroger sur une question en fait. Voilà, pour vous, c'était quoi les RPS? Donc, vous avez voilà, choix multiples. Donc, est-ce qu'ils doivent être intégrés au DUR, donc le document unique? Est-ce qu'ils impactent la performance des entreprises? Est-ce que les causes de RPS sont uniquement liées à des comportements individuels? Les causes peuvent être liées à l'organisation du travail. Et enfin, la dernière proposition qu'on vous a faite, c'est que la démarche de prévention des RPS doit impliquer les partenaires sociaux et ou salariés. Voilà, donc il y a plusieurs réponses qui sont bonnes. On vous laisse répondre. Et logiquement, vous avez les scores qui s'affichent à l'écran. Oui, il y a une seule, voilà, vous avez la possibilité de cocher une seule réponse. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de notation à la fin. C'est juste pour voir les résultats et comment vous évaluez ça.
Donc, je vois que vous êtes encore en train de répondre, mais l'essentiel, voilà en fait la tendance qu'on voulait voir apparaître et il y a personne qui est tombé dans le piège. C'est quand même, voilà, il y avait une mauvaise réponse en fait, qui était celle du milieu, qui était donc les causes d'RPS sont uniquement liées à des comportements individuels. Et je vois que personne n'a répondu ça. Donc en fait, voilà, vous avez retenu l'essentiel, c'est que c'est pas lié à un individuel uniquement. Et voilà, la transition est faite en fait avec le service de santé qui va voilà, continuer dans le sens où ben, il faut prendre le sujet sur l'ensemble de l'organisation entreprise. Ben, c'est OK pour vous, vous avez la parole du coup pour la dernière partie. D'accord, merci. Donc, tout d'abord, un petit rappel des missions principales des services de prévention santé-travail. Donc, j'ai écrit que c'est une expertise globale de la prévention, parce que c'est vraiment ça, avec d'un côté le côté professionnel et des missions principales qui sont de doter les chefs d'entreprise d'un repérage de leurs risques grâce à la fiche d'entreprise qui inclut les risques psychosociaux et ensuite d'aider à la réalisation du plan de prévention et d'action de l'employeur et de son document unique d'évaluation des risques, hein, où ils vont apporter une aide ou ils vont aller plus avant même dans la réalisation pour eux de ce document unique en fonction des services. Côté santé, le professionnel de santé, par la visite médicale, veillera à la compatibilité des postes au regard de l'état de santé des travailleurs. C'est une des missions quand même principales au niveau salarié. Il proposera ensuite à cette occasion des études et des aménagements de postes afin de désamorcer une situation de tension sur des problématiques RPS. Donc là, on est en prévention secondaire. Il pourra aussi proposer des aménagements ou des restrictions par rapport à une prévention tertiaire. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, on est en curatif pour maintenir un salarié dans son emploi, hein. Et c'est là qu'on va travailler sur la fréquence, la durée, le degré d'exposition, les difficultés personnelles de l'individu, donc avec la psychologue du travail ou avec le médecin du travail, pour que justement on arrive à maintenir la personne dans son emploi ou en tout cas dans l'entreprise. Donc, il pourra orienter à la fin de sa visite sur le psychologue, sur le psychiatre ou la dictologue, hein. On a vu aussi qu'il y a des conduites soit évitantes, soit stimulantes pour les salariés. Et il peut aussi orienter, s'il a une cellule qualité de vie au travail ou RPS dans son service, orienter vers cette cellule ou encore vers sa cellule de désinsertion professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle, qui est maintenant obligatoire. Ensuite, par rapport à l'exemple local, donc là, c'est Aptiv qui est en place dans plusieurs services en France, hein, dans plusieurs régions, et au niveau de l'Occitanie, principalement dans les Pyrénées-Orientales et puis dans l'Hérault. Donc, ce dispositif commence par une priorisation des risques de l'employeur et des salariés, puis la réalisation de questionnaires sur les différents risques identifiés. L'employeur, il obtient immédiatement sur son espace adhérent un plan de prévention et d'action et peut télécharger ainsi son document unique d'évaluation des risques. Côté salarié, donc il réalise avant la visite un repérage de ces risques également. C'est vraiment le travail l'objectif d'avoir un regard croisé pour l'employeur qui va lui permettre justement d'avoir des actions plus pondérées et plus avec un impact plus efficace finalement sur son collectif. Donc, le salarié réalise une visite de repérage de ces risques et aussitôt après la visite, une action de sensibilisation. C'était aussi l'idée d'impliquer le salarié directement avec une sensibilisation au moment de la visite médicale. Et donc, les actions engagées par le service et par l'employeur sont suivies et évaluées régulièrement dans le temps afin d'améliorer les pratiques. Ça, c'était la dernière chose, c'est-à-dire on se posait toujours la question de est-ce que ce qu'on fait en sensibilisation, action sur les salariés, le collectif et l'employeur, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et finalement, on n'avait pas d'outils pour le mesurer. Donc là,
C'était un des éléments qu'on a inséré dans Aptiv grâce à la collaboration avec l'INSERM au niveau recherche. Merci. Et je passe la parole à Mallory à côté de moi. Oui, donc je reprends le relais sur la présentation, hein, puisque en tant que coordinatrice des différents dispositifs et des actions que je vais vous présenter, donc je reprends la présentation. Donc dans le cadre de l'amélioration de la QVT, le service de prévention et de santé au travail, donc comme on l'a vu précédemment, peut intervenir auprès des entreprises pour anticiper toute situation de souffrance au travail et accompagner donc les salariés présentant des problématiques de santé physique et psychique. Donc au PST, nous avons mis en place une cellule, donc un pôle qui est dédié, qui s'appelle Pôle Bien-être et Santé au Travail, qui est un pôle plutôt médicalisé et qui est composé d'intervenants spécialisés. Donc nous avons un médecin référent, Boris, une infirmière au travail spécialisée en médiation, des IDEST également formés au RPS, ainsi qu'une psychologue du travail qui intervient. Donc, nous développons sur ce pôle des missions liées au RPS qui visent principalement donc, à prévenir les risques psychosociaux en améliorant les conditions, l'organisation au travail et les relations professionnelles, mais également à réduire le stress au travail par une prise en charge individuelle ou collective des salariés. Donc, concrètement, sur le terrain, cela se traduit par des actions individuelles. Donc, la psychologue du travail intervient dans le cadre d'entretiens individuels auprès des salariés qui sont orientés, bien sûr, par le médecin du travail. Concrètement, c'est vrai que généralement, ça permet une prise de conscience des salariés de leur état de santé et la mise en place d'un parcours de soins spécialisés par la suite. Donc, dans ce cadre, en 2022, au PST, on a reçu 394 salariés qui ont bénéficié d'un entretien, d'une écoute psychologique spécifique par la psychologue. Et ensuite, nous avons des actions collectives, donc avec l'intervention d'une cellule de soutien psychologique qui peut être déployée donc, lors d'événements dramatiques en entreprise, par exemple un décès accidentel, une tentative de suicide. Nous avons également la possibilité de mettre en place des groupes de parole auprès des salariés pour désamorcer certaines situations, et également des ateliers de sensibilisation au RPS qui peuvent être proposés dans les entreprises. Et de la médiation professionnelle, donc là pour aider à gérer les tensions au travail et à fluidifier la communication en entreprise, soit entre collègues, soit avec la hiérarchie. Notre cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, donc c'est vrai que depuis l'année dernière, depuis le 25 avril 2022, tous les services de santé doivent se doter d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, nous, c'est un service qu'on avait appelé le pôle maintien à l'emploi, qui est actif quand même chez nous depuis assez longtemps, depuis une dizaine d'années, et donc qui propose une prise en charge spécialisée dans le maintien en emploi donc des salariés et des agents, puisqu'on accompagne également des agents sur notre service. Et qui est donc dédié à la prévention de la désinsertion